Quand on a construit le colloque, il nous semblait incontournable de faire appel à quelqu'un qui était important pour nous, qu'on a eu l'occasion d'aller rencontrer au théâtre Sébastopol. Quand je dis on, je précise l'équipe en charge de l'organisation de ce colloque. On a été très touchés par la manière d'approcher la thématique de la parentalité. Une approche qui peut être comprise, entendue de tous et qui nous parle à tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait le choix de l'inviter aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent et je voudrais vraiment vous demander des applaudissements pour Madame Isabelle Fillosa. Bonjour. Il a demandé des applaudissements. C'est pas encore ça, hein, c'est pas encore ça. Mais quand vous m'applaudissez, moi, en fait, c'est pas moi que vous applaudissez. C'est votre désir d'élever votre enfant et de tisser un lien avec le cœur. C'est ça hein, que Gauthier vous dites. C'est ce qui vous a touché. Donc finalement, si vous m'avez invité, c'est pour vous inviter, vous. C'est pour inviter chacun d'entre vous, inviter vos cœurs. Alors on applaudit nos cœurs. Ouais! En fait, j'avais une question préliminaire. Tu as une question préliminaire. Oui, parce que ça, c'est dangereux, une question préliminaire. Parentalité positive. Oui. Mais je me disais quand même, il y a des parentalités négatives. Qui c'est qui dirait qu'il y a des parentalités négatives? Ou alors positives, ça me faisait penser un peu au positivisme à tout craindre. À Carrefour, on dit on est positif, par exemple. Ouais. Et je me disais, sûrement, il y a autre chose que ça dans parentalité positive, mais oui. Le titre, mais là... le souligner que parentalité positive s'oppose à parentalité négative, oui, c'est vrai. C'est vrai. Un parent, il n'y a pas de bons parents ou de mauvais parents, mais nous avons appris le plus souvent de nos parents une parentalité négative. C'est-à-dire, vous vous souvenez, ils disaient non tout le temps. Pour eux, c'était, il faut mettre des limites. Il faut dire tout ce qui ne va pas. Il faut punir quand il y a un truc qui n'est pas bien. Bref, nos parents, nos grands-parents repéraient en nous observant, enfin quand ils nous regardaient, ils repéraient ce qui ne va pas. La parentalité positive, c'est le contraire. On va repérer ce qui va et plutôt que dire à un enfant ce qu'il ne peut pas faire, on va lui dire ce qu'il peut faire et surtout comment il peut le faire. J'ai une image en tête. Quand mon père me grondait, il me disait « baisse les yeux ». Et quand moi, je grondais mes enfants, je leur ai dit « regarde-moi ». Ça rentre dans la parentalité positive? En fait, dans la parentalité positive, on va éviter de gronder. Parce qu'il y a un souci. Quand nos enfants font des crises, quand ils ont des difficultés à se concentrer, quand ils ne supportent pas les frustrations, quand ils sont impulsifs, quand ils passent à l'acte, tout d'un coup ils tapent leurs copains ou leurs frères, on a tendance à les gronder. Est-ce que ça aide? Un peu. Instantanément, ça fait qu'ils sont comme ça. Donc, soit ils baissent les yeux et du coup on les éduque à la honte, soit ils nous regardent dans les yeux, on les éduque à la confrontation, on les éduque à... Qu'est-ce qui se passe quand... Quand je leur disais « regarde-moi », ça voulait dire que je voulais m'adresser à leur intelligence. Ah oui, sauf que quand ils sont dans l'émotion et que tu es en train de gronder, leur intelligence, elle est barrée, elle est partie ailleurs. Parce que pour pouvoir être intelligent, on a besoin de mobiliser la partie de devant du cerveau. Or, quand on vient de faire un truc qui ne va pas, et surtout quand papa nous regarde avec les sourcils froncés, notre cerveau interprète il y a une menace. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est une petite zone dans le cerveau qui sonne, ça fait l'alarme dans tout l'organisme. Donc, quand on a divers comportements inappropriés qui ne correspondent pas à ce qu'on attend, le plus souvent, les gens avant, ils disaient « Attention, c'est comme un enfant roi, il fait ce qu'il veut, il faut le punir, il faut lui mettre des limites et compagnie. » Sauf que, dans votre cuisine,
Vous mettez du lait à chauffer. Tout d'un coup, le lait déborde. Est-ce que vous mettez un couvercle sur la casserole? Ben non, hein. Parce que si on met un couvercle, il se passe quoi? De toute façon, ça coule quand même, et puis ça va brûler le fond de la casserole. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre cuisine? On ne fait pas du tout. Voilà, exactement. On baisse le feu, on éteint le gaz. Eh bien, la parentalité positive, c'est ça. Si mon gamin fait quelque chose qui ne me convient pas, c'est qu'il y a une raison. Je vais éteindre le gaz. Mais si je le gronde, je veux mettre des limites, machin, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que, voilà, on voit le petit rond rouge dans la tête, c'est là où il y a cette structure qu'on appelle l'amygdale. Amygdale, ça veut dire amande. Il y a une petite zone dans le cerveau qui va déclencher le circuit de stress. Et j'ai mis 3 flèches parce que le circuit de stress, c'est tout un tas de messagers chimiques dans notre cerveau, dans notre corps, qui vont couler dans notre corps et qui vont mobiliser 3 réactions différentes. Là, on voit bien que la maman, elle est stressée et du coup, l'enfant aussi est stressé. Et donc, ils vont développer une réaction de stress. Le stress, revenons dans l'ancien temps. Il y avait, eh bien, voilà, quand on avait un tigre qui nous fonçait dessus, première chose qu'on faisait, bang, attaque. La première réaction de stress, c'est l'attaque. Il y a 2 gestes. Il y a attaquer comme ça, taper, et on a tous l'expérience d'un petit enfant de 2 ans qui se passe, on vient de le chercher à la crèche, il n'est pas bien, et puis on veut lui faire quelque chose, et il se met à taper sa maman. Surtout sa maman, hein, vous avez remarqué, il ne tape pas beaucoup son papa, il tape sa maman. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que la maman, c'est la figure principale d'attachement. Dès que votre enfant ose vous dire toute sa fureur, ose libérer son stress, c'est parce qu'il se sent en confiance 100%. Il sent que l'attachement est là. Et donc c'est pour ça, le petit, le matin, on l'a levé, on l'a emmené dans la voiture à la crèche, ensuite il a été à la crèche, il y a d'autres enfants, c'est beaucoup de stress, beaucoup de tension, je garde tout ça à l'intérieur de moi, je garde tout ça, je fais toute la journée comme ça, papa vient me chercher, ok, je garde encore le stress, je garde le stress, ah maman, je pars, papa. Et là il y a papa qui dit, tu sais pas y faire, avec moi il n'y a aucun problème. C'est pas parce qu'on ne sait pas y faire, c'est justement parce qu'on est la figure d'attachement. Pourquoi est-ce que les papas ne sont pas la figure d'attachement? Il y a de plus en plus de papas qui deviennent figure d'attachement. Mais traditionnellement, on demandait aux mères d'être dans la proximité avec l'enfant et le père, lui, eh bien, il allait travailler. Dans les statistiques, on a remarqué qu'un papa, dès qu'il a un bébé qui vient au monde, il reste une demi-heure de plus au travail pour éviter le coup de feu de 18h. C'est normal, hein? C'est normal, il ne veut pas attaquer sa femme. Mais un bébé, c'est stressant. Avoir un bébé, c'est stressant pour les mamans, c'est stressant pour les papas, c'est stressant pour tout le monde. Donc c'est beaucoup de stress. La plupart des papas d'aujourd'hui n'ont jamais eu un papa qui s'est occupé d'eux quand ils étaient petits. Donc, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas que c'est leur rôle aussi. Ils n'ont rien appris sur la question. Du coup, quand ils se retrouvent avec le petit bébé qui pleure en plus, autant rester au travail. Et donc, ils sont dans la fuite. C'est juste une réaction de stress. Du coup, nous, les mamans, quand on le voit arriver un petit peu trop tard, au lieu de lui dire « Oui, pourquoi à cette heure-ci que tu arrives? Et puis en plus, tu as oublié le pain, je t'avais pourtant demandé. » Et tout, parce que nous, on a accumulé le stress toute la journée aussi, donc on attaque quand il arrive. C'est notre mari, c'est notre figure d'attachement, notre conjoint. Donc dès qu'il arrive, on lui balance tout. Notre copine, ça va, on lui balance rien du tout, mais notre mari, paf. Donc voilà. Sauf que notre conjoint, il se dit pas « Elle m'attaque, ça veut dire qu'elle est sous stress. Elle croit que je suis un tigre à dents de sabre. » Non. Et donc, s'il se disait ça, il foncerait sur nous, il dit « Ah,
Voilà, ma chérie. Il nous embrasserait. Et nous, au début, on se dit, oh, arrête, parce que quand on ne peut plus attaquer, on fuit. Et donc, on essaie de fuir, mais s'il tient bien solide, c'est bon, on est tranquille, alors ça va. On relâche, on pleure et on l'embrasse. Mais nous, c'est pareil, quand on le voit arriver en retard, on devrait se dire, au lieu de lui dire « Ouais, t'es dans la fuite, tu assumes pas tes responsabilités, etc. » qu'on refait la même chose que ses parents lui faisaient quand il était petit, ça sert à rien, il va être de plus en plus en retard. Donc, au contraire, je le vois arriver plus tard, je dis « Oh, mon chéri !» Hop, je le prends dans les bras et c'est vraiment... Il n'a jamais appris à être un papa, hein, lui, donc il a vraiment besoin d'aide. Donc je fais le câlin, 20 secondes aussi, mais je peux aussi faire plus court. Je fais 10 secondes, mais avec le baiser dans la bouche. Ça marche, après il vient à l'heure. Avec nos enfants, c'est pareil. Un enfant, on a vu taper, mais aussi lancer. On a tous vu des enfants, ils lancent tous leurs jouets, ils se mettent sur le balcon, ils lancent le plus vite possible. Et on ne réalise pas toujours que c'est une réaction d'attaque. C'est une réaction automatique de stress. Et donc ça veut juste dire que ça sert à rien de le gronder, de lui dire « il ne faut pas que tu jettes les objets, etc. » Lui, il est dans... Hop, il y a le stress parce qu'il y a son amygdale qui donne l'alerte. Donc, mon job de parents, c'est de calmer l'amygdale. Comment on calme l'amygdale? Ocytocine. Alors, avec les enfants, on ne fait pas le baiser de 20 secondes. Non. Avec les enfants, le câlin. Le câlin, ou alors on joue ensemble, on fait quelque chose ensemble, on tisse le lien, et donc on le remplit d'amour. Quand l'enfant jette des trucs ou qu'il tape, ça veut dire que son réservoir est vide, son réservoir d'amour est vide. Il s'est baissé, pas parce qu'on l'aime pas, il s'est baissé parce qu'il a utilisé plein d'énergie. Quand vous prenez votre voiture, si le terrain est plat, vous avez 10 km à faire, en petite route toute plate, bon, ça consomme un peu d'essence. Mais si vous faites 10 km en montagne, et que la pente est très très raide, qu'il fait très froid, qu'il faut mettre la clim à fond, etc. Non, froid, il ne faut pas mettre la clim. Je me suis trompée. Froid, vous mettez le chauffage à fond. Bref, quand vous devez dépenser plus d'énergie, eh bien forcément, vous mettez votre réservoir plus vite à vide. Un enfant, on a besoin de remplir son réservoir quand il est dès le matin, tous les matins, mais dans la journée, eh bien son réservoir, il va se vider. Parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a d'autres enfants, parce qu'il faut faire comme on nous a dit. Bref, c'est épuisant. Et donc, au bout du compte, on n'a plus d'énergie dans le réservoir. Et dès qu'on voit maman, bah enfin, ça dépend. Parfois, quand on a 5 ans, on dit à un enfant « Dépêche-toi de t'habiller !» Et là, l'enfant, zouip, il part de l'autre côté de l'appartement. Pas du tout vers s'habiller. Et donc, je dis, mais pourquoi tu fais exactement ce que je t'ai demandé de ne pas faire, là? Tu joues à quoi? Il joue à rien. C'est juste que comme j'ai été autoritaire, du coup, paf, j'ai déclenché la fuite. Quand notre gamin, on lui dit quelque chose et hop, il s'en va en courant, ou alors il essaye de nous esquiver, j'ai vu ça dans la rue, c'était dangereux. Il y avait une maman, elle avait la poussette, et puis un enfant qui devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, elle est là, puis il y avait beaucoup de voitures. Et donc, elle lui dit « Donne-moi la main tout de suite !» Qu'est-ce qu'il a fait, le gamin? Eh bien, il a essayé d'éviter, il a essayé de fuir. Et évidemment, la maman, elle s'est énervée encore plus. « Je viens de te demander de me donner la main !» Et du coup, l'enfant, il a failli se mettre à courir dans les voitures. Alors qu'il suffit de dire « Ah, c'est sûr, quand on est parent, on a besoin d'abord de retrouver sa respiration. » Et c'est pas toujours facile parce que c'est éprouvant le métier de parent quand on a le bébé, et les voitures, on a peur. Bref, peut-être elle était en retard. Mais bon, ça n'empêche. On a d'abord besoin de faire... Et à ce moment-là, on dit calmement, tranquillement, sans froncer les sourcils, dans la rue, la main. Et du coup, l'enfant, hop,
dans la rue, la main, c'est la routine, c'est la règle. Je suis la règle. Ce n'est pas vrai que les enfants ne suivent pas les règles. Les enfants adorent les règles, mais ils détestent les ordres et les interdits. C'est normal, hein, c'est des humains. Tous les humains détestent les ordres et les interdits. Il y a d'autres moments, notre enfant il est tout figé comme ça. C'est pour ça qu'on croit que ça marche quand on les gronde. On les gronde tellement fort et eux ils sont figés, du coup ils ne bougent plus. On croit qu'ils sont devenus sages. Rien du tout, ils sont juste figés. Donc ils vont rester figés un petit moment et puis dès qu'ils vont retrouver leur petit frère ou petite sœur, bang! Ben oui, au bout d'un moment on se défige et on retourne dans l'agression, l'attaque. Donc, de manière générale, on a tous intérêt à réduire le stress. Quand un comportement d'un enfant déborde, la parentalité négative, entre guillemets, la parentalité ancienne, c'était de mettre un couvercle sur le lait. La parentalité positive, c'est je baisse le gaz, c'est-à-dire je donne à l'enfant, je comprends ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur et je lui donne ce dont il a besoin pour pouvoir résoudre son problème. Et c'est important de réaliser que quand on fronce les sourcils, on va déclencher des choses. Parfois, on traîne notre gamin comme ça, on comprend, mais tu bouges pas. Alors je vais vous raconter un truc, parce que même moi, pourtant je suis psy depuis des années, et quand j'ai été maman, j'étais déjà psy depuis une bonne dizaine d'années. Mon fils, il n'y a pas très longtemps, 19 ans, on est dans un port et c'était les vacances, il fallait qu'on trouve un bateau. Et moi, je m'énerve parce qu'on ne trouve pas le bateau. Et l'heure tournait. Et donc, je dis, mais dépêche-toi, Adrien, il faut qu'on trouve le bateau. Il me dit, maman. Moi, je dis, dépêche-toi. Maman, calme-toi. Plus tu stresses, plus je ralentis. Alors là, je l'ai regardé dans les yeux, je dis, attends. Parce que là ça m'a tilté dans le cerveau. Je me suis dit, si ça se trouve, ce que je raconte dans les conférences, c'est vrai. Si ça se trouve. Et donc, je lui ai dit, dis donc, tu veux dire que quand tu me vois stressée comme ça, toi, tu sens dans ton corps que tout ralentit et tu arrives de moins en moins à avancer? Il me regarde, il me dit, oui. J'ai dit, attends, tu veux dire que depuis que tu es petit, chaque fois que tous les matins, j'essaye de te sortir du lit, je m'énerve parce que tu n'es pas à l'heure, etc., et qu'on arrive en retard à l'école, et que plus je m'énervais, moins toi, tu arrivais à mettre ton pantalon? Il me dit, oui. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? En fait, c'est tout simple. Le fait que maman soit sous stress déclenche le système de stress dans le corps de l'enfant, dans son corps. On a mesuré, les scientifiques ont mesuré que les adolescents ont la même courbe de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, que leur maman. On n'a pas fait l'étude sur les papas, mais je suis presque sûre que ce serait pareil. On croit que nos enfants, surtout adolescents, ils n'ont plus besoin de nous, tout ça. Mais non, nous sommes reliés. Entre parents et enfants, nous sommes reliés. Le stress du parent, il impacte l'enfant. Des enfants n'arrivent pas à dormir la nuit, parfois parce que leur papa, leur maman est tellement stressé. Il y a des conflits entre papa et maman, et du coup, le bébé, il ne sait pas pourquoi, mais juste, il n'arrive pas à dormir. Et donc, le figement, c'est ce qui se passe quand je peux ni attaquer, parce que mon petit garçon était gentil, donc il ne voulait pas attaquer sa mère, il fuyait plus non plus, et du coup, plus je m'énervais, plus il se figeait. Donc, il aurait suffi que je pige ça à temps pour pouvoir l'accompagner autrement. Et au lieu de m'énerver, je respire, parce que quand même, c'est énervant.
Je vais boire un petit verre d'eau, un petit verre de jus d'orange, quelque chose, hop, je me calme et ensuite je vais m'occuper de l'enfant en lui fournissant ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'aide, de l'accompagnement. Mon fils, c'était un enfant qui aimait, dont le rythme est tard le soir et je me lève tard le matin. Quand j'ai pigé que du coup ça voulait dire que c'était son rythme, malheureusement l'école, elle ne sait pas s'adapter. Elle ne sait s'adapter qu'aux 40% d'enfants qui sont du matin. Bon, dommage pour tous les autres. Peut-être un jour, on peut rêver d'une école qui s'adapterait aux besoins de chacun. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais il y a un truc. J'ai appris que je pouvais lui donner un jus d'orange. Si je lui apportais un jus d'orange le matin au réveil, hop, il avait la dynamique. C'est ça la parentalité positive. C'est j'identifie le besoin, et là, son besoin, c'était pas que sa mère lui dise « dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ». Son besoin, c'était « je veux pouvoir ouvrir les yeux, je suis encore complètement ensuquée ». Ok, eh bien, un petit jus d'orange, ping, ça me réveille, et du coup, ça a pu se faire. Voilà ce qu'est la parentalité positive. J'ai pris un peu de temps pour répondre. Mais voilà. Mais voilà, on ne va pas mettre tout ça. Je ne sais plus comment je fais pour mettre noir. Ou autre chose. Vous mettez une autre diapo, parce que là, je voudrais poser les questions. Voilà, bon, très bien. Donc, une autre question ? Non, il n'ose plus maintenant. Et ouais, on se trompe tous en tant que parents, moi aussi, hein, plein de fois. Et heureusement, parce que finalement, un parent parfait, c'est tout à fait insupportable. Aucun enfant ne veut un parent parfait, il veut juste un parent qui le regarde, qui s'occupe de lui, qui prend soin de lui. Et pour prendre soin des enfants, on a aussi besoin de prendre soin de nous. Alors d'habitude, dans une conférence, il y a le conférencier ou bien la conférencière qui parle, et à la fin, on dit qui veut poser une question. Et là, il y a 2-3 personnes que leurs parents leur ont pas trop posé de limites quand ils étaient petits. Ils n'ont pas trop de honte. Et donc, du coup, ils osent poser la question. Et tous les autres qui sortent, oh, j'aurais bien aimé poser ma question, j'ai pas osé poser ma question, oh, j'aurais bien aimé poser ma question. Alors, c'est dommage. On ne va pas générer de la frustration alors qu'on est là pour vivre un bon moment ensemble. Donc, on va faire en sorte que chacun d'entre vous puisse participer à la construction de notre partage aujourd'hui. Et donc, ce que je vous propose, c'est que les 3 personnes de devant se retournent vers les 3 personnes de derrière. Ça fait un petit groupe de 6. Vous vous mettez comme ça en groupe de 6, toc, 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 toc. Et je vais vous donner, dès que vous serez en groupe de 6, je mettrai mon minuteur. Et il y a un concours, hein, c'est celui qui réussit à sonner les petites sonnettes. Donc, je mettrai le minuteur. Et au bout donc de 7 minutes, parce que quand même, hein, vous voulez m'écouter moi répondre à vos questions, il faut qu'on ait le temps de répondre, donc 7 minutes, vous avez pour discuter entre vous et trouver pour chaque groupe une question. Une seule question, ça va déjà faire beaucoup de questions. Une question sur, pas les questions en général, on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut, c'est savoir du concret. Qu'est-ce que je fais dans telle situation ? Mon enfant, il fait ceci, cela. Mon conjoint, il fait ceci, cela. Comment je réagis ? Voilà, des choses, posez des questions qui peuvent vous aider vraiment. Des comment faire, et plus votre question sera précise, plus je pourrai vous donner des réponses. Vous allez avoir 7 minutes pour construire votre question, et après, je récupérerai toutes les questions sur des petits papiers, et on vous distribuera au moment pertinent les petits papiers. Et donc, après, je les tirerai au sort et M. Benatar m'aidera à les trier. Je vois que vous êtes déjà partis à faire les groupes. Allez, on y va. Alors, mais quand même, le temps que toutes les questions arrivent et que M. Benatar les trie, je vous propose un petit exercice. On se met tous debout. Allez. Alors, debout, quand on met les mains, quand je sonne cette clochette, on met les mains en haut. Allez, les mains en haut.
Là, on fait d'une main, on tourne les marionnettes. L'autre main, les marionnettes. L'autre main, on change. Les deux mains. Voilà. Maintenant, on met les mains comme ça. Hein. Et puis, comme ça fait longtemps qu'on était assis, et que quand même, hein, les crises des enfants, et même les nôtres, souvent, c'est simplement, soit parce qu'on n'a pas bu assez d'eau, mais là, on ne va pas y aller tout de suite, mais soit simplement parce qu'on manque de mouvement. Peut-être vous ne savez pas, mais il y a une des médecins de la NASA, donc celle qui surveille les astronautes dans les fusées, elle montre que quand on est assis sur une chaise, l'électricité dans nos jambes diminue de moitié. Et donc, l'irrigation du cerveau aussi. Donc, quand on reste assis trop longtemps, eh bien, on arrive beaucoup moins bien à se concentrer et à fonctionner. C'est pour ça que dans les classes, quand les enfants sont debout, ils réussissent mieux leurs études qu'en s'ils sont assis. Donc là, nous, on a besoin de se mettre debout, puis on va tourner un peu la jambe. Attention. Et l'autre jambe. Voilà, maintenant un peu les deux mains. Et maintenant que nos mains sont bien chaudes, on serre la main de notre voisin de droite, puis on serre la main de notre voisin de gauche, puis on serre la main de la personne de derrière, puis on serre la main de la personne de devant. OK? OK. Merci, on peut se rasseoir. Voilà, donc, comment dire non en étant dans la parentalité positive ? Alors, parentalité positive ne veut pas dire qu'on ne dit jamais non. C'est la manière de dire non. Quand l'enfant pose des questions, on va répondre oui, on va répondre non, mais on va souvent répondre de toutes sortes d'autres manières. Mais on va surtout éviter de dire un non qui soit un non bloquant. Donc, plutôt que de dire non, par exemple, une fois, il y a une personne qui me dit « Mais quand même, vous exagérez, hein, parce que je vous donne une situation. Dans une pharmacie, il y a une petite fille qui arrive. Elle avait un collier de tétines autour du cou. Elle en avait au moins 10 ou 14. Et dès qu'elle rentre dans la pharmacie, elle dit à sa mère, quand sa mère commence à acheter les médicaments, elle dit à sa mère « Maman, totote !» Alors là, la mère, elle panique. Parce que la mère, elle dit, il y a du monde autour. Donc, soit j'achète une tétine de plus à ma fille, mais tout le monde me regarde et il voit tous qu'elle a déjà 14 tétines, il se doute qu'il y en a encore plus à la maison. Donc, je vais passer pour une mauvaise mère qui est laxiste. Donc, je vais me sentir coupable. Mais si je ne lui achète pas, elle va faire une crise. Et du coup, les autres vont me juger, vont me sentir coupable. Voilà ce qui se passe quand on est parent. On a traditionnellement le choix entre se sentir coupable ou alors se sentir coupable. La parentalité positive, c'est comment je sors de ce truc-là. La petite fille, elle a 3 ans. Quand on a 3 ans, et c'est là que c'est intéressant de savoir ce que les scientifiques disent, les scientifiques, ils ont enregistré les petits-enfants et ils ont trouvé les mots qu'un petit enfant de 3 ans dit le plus. Vous savez ce que c'est ? Je veux. Non, c'est plutôt vers 2 ans. À 3 ans, ils disent je veux. Je veux. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme elle a 3 ans, elle rentre dans la pharmacie, elle voit les tétines et elle dit je veux tétines. Si on n'est pas au courant, on croit qu'elle veut une tétine pour de vrai. On croit qu'elle veut qu'on achète une tétine. Et la mère, elle s'était déjà fait avoir, elle en avait acheté 25. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que vous achetez la tétine à votre gamin, il est content. On est toujours content quand on nous achète quelque chose. Il sort avec, mais après, il fait quoi ? Il la perd, il la laisse tomber, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'en fait, on s'est trompé. Quand un enfant de 3 ans dit « je veux » le nounours, le bonbon, ceci, cela, ça veut seulement dire « j'y pense ». Nous, on est adultes. On a un cerveau
bien construit, et même les zones préfrontales sont construites, les zones qui permettent d'imaginer sont construites. Donc nous, on peut dire, j'ai envie d'une pizza avec des olives. Mon grand-père mangeait des pizzas aux olives. En Italie, ils font des pizzas aux olives. En Chine, il n'y a pas de pizza. Sur Mars, il y a 0 pizza. On peut, nous, penser et dire des tas et des tas de phrases autour de pizza olive. Pour dire toutes ces phrases, qui sont donc, nous, nos adultes, on se promène dans le futur, dans le passé, et tout autour de la Terre et dans l'univers. Un tout petit enfant de 3 ans, pour dire tout ça, il va dire « je veux pizza, je veux tétine ». Donc, quand j'entends mon enfant dire « je veux tétine », je m'assieds à côté de lui et je vais lui dire, au lieu de lui dire non, je vais lui dire « oui ». Oui, c'est vrai, tu as raison, tu en as une exactement de cette couleur-là à la maison. Parce qu'en fait, l'enfant est en train de vouloir parler de quelque chose. Il ne veut pas forcément qu'on le lui achète. C'est nous qui interprétons. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on le disait tout le temps comme ça, du coup, effectivement, ça devient le seul lien. Mais donc, la parentalité positive, c'est au lieu de rester coincé dans « est-ce que je dis oui ou bien est-ce que je dis non ?», je vais chercher à comprendre qu'est-ce que veut vraiment l'enfant. Si par exemple, mon enfant dit « je veux encore un dessin animé, je veux encore un dessin animé, je veux encore un dessin animé », je peux croire qu'il veut un dessin animé. On peut le croire. Pas du tout. Alors, c'est sûr que si je lui dis oui, il va rester devant son dessin animé, mais après celui-là, il va falloir un autre, je vous préviens. Ça ne va pas s'arrêter, parce que ça n'est pas le vrai besoin. Un vrai besoin, une fois qu'il est satisfait, il est satisfait. Et donc, on n'en a plus besoin. Un faux besoin, on en a toujours besoin de plus, toujours envie de plus. Donc, si mon enfant a toujours envie de plus, c'est que ce n'est pas le vrai truc. Donc, il regarde le dessin. « Maman, je veux un dessin animé !» Je réfléchis, je dis pas oui, mais je dis pas non non plus. Parce que si je dis non, il va faire une crise. Donc, je me dis dans ma tête, ah, là, quel est son besoin ? Et donc, il y a 2 grands besoins de tous les humains. Le premier besoin, c'est le besoin de connexion, de relation. Et donc, je peux lui proposer de jouer avec lui à quelque chose. D'abord, je vais le voir et au lieu de l'engueuler, je vais lui faire des chatouilles. Et du coup, il n'a plus envie d'un dessin animé parce qu'on fait des chatouilles, on est dans la relation. Le deuxième besoin, c'est le pouvoir personnel. Et donc, je peux lui dire, c'est toi qui appuies sur le bouton pour éteindre. Ça marche rarement, j'avoue. Donc, on lui trouve quelque chose d'autre où il va se sentir fort. « dis donc, on a dit que c'était toi qui faisais ceci, cela ce soir. » Et donc, c'est le moment de le faire. On lui donne une responsabilité. C'est-à-dire qu'on va chercher, on ne va pas se coincer dans oui ou non, mais on va chercher le vrai truc en dessous. En revanche, quand on discute, de temps en temps, bien sûr qu'on peut dire non. Ah, maman, est-ce que tu viens à la réunion, je ne sais pas quoi ? Ah non, je ne peux pas venir pour telle et telle raison. Mais on peut dire, oui, non reste un mot qu'on utilise dans le vocabulaire. Juste, on ne va pas l'utiliser pour bloquer l'enfant ou le frustrer, sinon ça déclenche une crise. Si il cherche à, par exemple, essaye de venir sonner la cloche. Non! Qu'est-ce que j'ai fait là? Vous avez vu sa tête? Maintenant, refais. Oublie. Refais. Stop. Vous voyez ses yeux? Je ne sais pas si vous voyez bien. La première fois, non, il était vraiment... Tout s'est fermé à l'intérieur de lui. S'il avait moins de 3 ans, il faisait une crise. Là, heureusement, il est adulte, donc ça va. Il sait se maîtriser, il a le cerveau préfrontal pour réussir à se maîtriser. Mais s'il était petit, il n'aurait pas. Si je dis stop,
ça lui permet de s'arrêter et ceux qui étaient là ont peut-être vu que ses sourcils sont venus comme ça, c'est-à-dire qu'il était intéressé et à écouter ce que je demandais. Donc pour un tout petit enfant, au lieu de dire non, on va dire stop, parce que comme ça on déclenche, ça l'arrête, mais ça l'intéresse et il m'écoute. Tandis que si je dis non, il se sent mauvais et il se sent mal, on déclenche le circuit de stress et il va attaquer nous ou son frère. Une autre question ? Une autre question. Je lui avais dit qu'il fallait qu'il m'arrête si je parlais trop, mais je ne réussis pas. T'as qu'à me sonner un peu. Bon, d'accord, je te sonne. Comment gérer la jalousie fraternelle ? Exemple. Est-ce que si on donne un jus d'orange à un des enfants, faut-il en donner un à l'autre, qui, lui, n'a pas de difficulté à se lever ? Ah ah. Ça, c'est intéressant, vraiment, parce que ce n'est pas une question seulement de jalousie. Oui, bien sûr, de la jalousie. Mais c'est compliqué quand il y en a un qui est porteur d'un handicap, que ce soit permanent ou que ce soit transitoire, et un autre qui n'en a pas. Parce que, au bout d'un moment, ça peut être frustrant pour celui qui peut toujours se lever, qui du coup doit toujours se lever, alors que l'autre, il est servi, entre guillemets. Donc c'est une question complexe à laquelle il n'y a pas de réponse générale. De toute façon, il n'y a jamais une recette qui marche dans toutes les circonstances. Les enfants, être parents, c'est s'adapter en permanence. Et donc, concrètement, je ne gère pas la jalousie avec des histoires de jus d'orange. On va voir comment on s'occupe de la jalousie. Mais pour le jus d'orange, je varie. Il ne faut pas que j'ai une ligne directrice. Si j'ai une ligne dans ma tête et je me dis « je dois faire ceci, cela », ça ne marchera pas. C'est dans l'instant. Un jour, eh bien, je lui donne aussi son jus d'orange. Pourquoi pas, même s'il peut se lever ? Ça m'arrive d'apporter un jus d'orange à mon conjoint, même s'il peut se lever. Il y a des tas de gens, moi aussi j'aime bien qu'on m'apporte mon jus d'orange, même si je peux me lever, donc pourquoi pas ? Et puis de temps en temps, je ne me lève pas et je lui propose lui, peut-être même d'apporter le jus d'orange à son frère ou à sa sœur. Donc pour le jus d'orange, un coup de temps en temps, un coup autre, et je varie. Je varie de manière à ce qu'il n'y ait pas un principe. On n'éduque pas un enfant avec des principes. On éduque un enfant en étant dans le présent et avec son cœur. Donc je fais sur le moment avec mon cœur en écoutant. Après, si je remarque qu'il y en a un qui est tout le temps mal, jaloux et qui se plaint toujours, ou qui agresse son frère ou sa sœur, je vais m'approcher de lui et le soir, au lit, eh bien, je vais me mettre à côté de lui et je vais dire « Dis donc, j'ai vu que de temps en temps, tu es vraiment fâché quand je donne son jus d'orange à ton frère. Et donc, est-ce que ça t'arrive de penser que je préfère ton frère ?» Ils répondent rarement aussi rapidement, mais... mais si, quelquefois, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de se confier. Donc, c'est important de... c'est important d'ouvrir les choses et d'oser dire ce qui peut faire mal. Alors, avant d'aller m'installer auprès de l'enfant et d'écouter ce qu'il va me dire, parce que là, il va se plaindre que je ne l'ai jamais aimé et que c'est super dur et que de toute façon, il sait très bien qu'il est nul et que qu'il n'a pas d'importance à mes yeux, tout ça. Donc, ça va me faire mal dans mon cœur. Donc, je ne prends rien dans mon cœur. J'imagine que j'ai un bol devant moi. Et je mets le bol devant moi et je respire doucement. Et donc, je fais attention à ce que quand il me dit « Oui, j'ai l'impression que tu m'aimes pas », ça tombe dans le bol, pas dans mon cœur. Sinon, je vais être complètement démontée. Donc, ça tombe dans le bol, ça tombe dans le bol. Et donc, j'écoute. Et une fois qu'il m'a bien parlé, je lui dis « Ben, dis donc, effectivement, je comprends que ça doit être drôlement difficile pour toi si tu crois que je t'aime moins que ton frère. » Et moi, j'ai vraiment très envie que tu sentes que je t'aime complètement. Et donc, ce que je te propose,
Ce que je te propose, c'est que chaque fois que tu auras l'impression que je préfère ton frère, tu me fais un signe. Tu peux sonner la clochette. Tu peux... évidemment, on n'a pas toujours une clochette, mais donc tu peux me faire un signe. Et on discute comme ça d'un signe. Et quand tu me fais ce signe, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je te donne un câlin? Est-ce que tu veux que je te dise je t'aime? Est-ce que tu veux que je te fasse un clin d'œil? Qu'est-ce qui t'aidera à sentir que ça remplit ton réservoir et que tu sais pour de sûr que je t'aime complètement? Un clin d'œil. Ok, et donc on saura que si tu fais cling, alors je fais un clin d'œil et du coup ça restaure l'attachement. Merci. Une autre question? Une question très difficile. Pardon. Comment je pose des limites à mon enfant gravement malade? Un enfant gravement malade, il a déjà assez de limites comme ça. Les limites, c'est inutile pour 100% des enfants. Plus vous mettez des limites à un enfant, plus il va les transgresser. Et en fait, on nous a raconté pendant des lustres des histoires de limites, qu'il faut mettre des limites aux enfants, qu'il faut poser des limites, qu'il faut poser un cadre. Désolée, on va mettre tout ça par terre parce que la réalité, c'est le contraire. Quand vous mettez une limite à un enfant, vous déclenchez son circuit de stress. Ce que vous avez à donner à vos enfants, ce sont des ressources. Et ce que nous avons à fournir à nos enfants, c'est un cadre qui leur permette de s'épanouir. Ce que nous avons à fournir à nos enfants, ce sont des règles. Dans une famille, on a besoin de règles pour vivre ensemble. Dans une structure collective, on a besoin de règles pour vivre ensemble. Mais une règle, c'est le contraire d'une limite. Une règle, c'est une procédure. On sait comment faire. Une limite, c'est par exemple, tu n'as pas le droit de descendre de l'estrade. Ça, c'est une limite. C'est tous les interdits. Et donc, que fait l'enfant? J'ai pas le droit de descendre. Alors, c'est toujours formulé en négatif, une limite. Donc, je peux pas faire ça. Du coup, je suis sans arrêt en train de regarder le bord de l'estrade. Et forcément, au bout d'un moment, je vais quand même tester la limite. Et c'est pour ça, plus on a des limites, plus on risque de tester la limite. Ça nous empêche de responsabiliser les enfants. Une autre façon de faire, c'est de dire « On court sur l'estrade. On marche en bas. » Et du coup, l'enfant a la règle. Il sait que, on aurait pu dire le contraire, bref, on sait que dès qu'on est en bas, on marche. Et dès qu'on est en haut, on court. Bref, on donne des règles qui sont des procédures. Voilà comment tu fais. Je ne dis pas, tu dois dire merci, bonjour. Si je dis tu dois dire bonjour, ça ne va pas marcher. Si on dit, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit bonjour. Alors c'est une règle et c'est une règle de fonctionnement. Je sais quoi faire. Quand je rencontre, ah oui, là je rencontre quelqu'un, donc je dis bonjour. Je sais quoi faire parce que je suis construite comme ça. Donc, c'est la grande truc qu'on a à faire. Donc, un enfant malade, il a encore moins besoin de limites parce qu'il est déjà très limité. Il se sent limité à l'intérieur de lui. Quand Mazapette est là, il y a toutes sortes de choses qui arrivent aujourd'hui. Il y a une explosion de la myopie, il y a de plus en plus de maladies, de troubles anxieux, de toutes sortes de choses qui se passent pour nos enfants. Nos enfants ont moins de force, moins de tonus musculaire, moins de capacité d'intégration sensorielle et l'intelligence baisse aussi. On a cru que c'était de la faute des parents parce que les parents d'aujourd'hui ne savent plus donner des limites. C'est des idioties. En réalité, c'est parce qu'un enfant qui vient au monde aujourd'hui, il a 167 produits chimiques dans le corps. Et ça, c'est pas normal. La raison pour laquelle nos enfants font beaucoup de crises,
Les enfants d'aujourd'hui, mais ils font des crises tout le temps. Dès que vous leur enlevez leur iPad, ils ne devraient pas avoir un iPad, mais bon, bref, dès que vous leur enlevez, ils font des crises beaucoup plus que nous, on faisait avant. D'une part, parce qu'ils ne bougent pas assez, ils sont assis beaucoup trop longtemps, mais aussi parce que le cadre n'est pas le bon. Les cadres, ce n'est pas les limites qu'on leur pose, non. Le cadre, c'est le cadre que nous fournissons à notre enfant. Aujourd'hui, nous fournissons un cadre toxique à nos enfants. La planète est malade. Donc, nous ne sommes pas de mauvais parents parce que nous laissons nos enfants être des enfants rois. Nous avons à fournir à nos enfants de quoi se développer de manière optimale. Et donc, on a à leur donner une planète sur laquelle ils puissent se développer de manière optimale. Arrêtons avec les limites, fournissons des ressources. Quel cadre donnons-nous à nos enfants? Tout ça, c'est pas utile, les limites, pas bien. Mais par contre, un cadre épanouissant avec 2 dimensions importantes, attachement et liberté. Tous les enfants ont envie de coopérer. S'ils n'arrivent pas à coopérer, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc je peux donner des règles, mais je ne donne des règles qu'une fois que l'attachement est suffisant et la liberté est suffisante. Vous avez entendu ce matin ce témoignage de cette maman qui dit « Mais mon enfant faisait beaucoup de crises. » Et puis on m'a expliqué, j'ai appris que mon enfant, elle avait 2 ans et demi, 3 ans, elle avait besoin de faire seule. Et dès qu'elle s'est mise à faire seule, la gamine, elle passe le balai, elle nettoie, elle fait des... Et voilà, tous les enfants ont envie de participer. Ils ont envie de faire bien. Mais si on ne sait pas, on ne leur donne pas la liberté. La liberté, c'est pas fais ce que tu veux. Ça, c'est pas de la liberté. La liberté, c'est donner à un enfant les moyens de faire seul, comme vous avez très joliment expliqué ce matin. Donc, 2 dimensions, attachement et liberté. Comment arriver à impliquer le père lorsque la mère sent qu'elle arrive à ses limites et a besoin de décompresser? Alors, là, c'est compliqué parce qu'il vaut mieux impliquer le père avant d'arriver à nos limites. Donc, le souci, c'est qu'on croit, comme on est une mère, on croit qu'on doit assurer. On veut être une bonne mère, et du coup, je dois y arriver toute seule, et du coup, on va trop loin, et hop, on va au-delà de nos limites. Mais quand on est au-delà de nos limites, on est comment, nous, les filles? Stress, donc agressive, ou dépressive, on pleure, bref, on fait tout ce que les papas, ils ont peur. Donc, on risque, si on va trop loin, si on ne demande pas de l'aide avant d'être épuisé, on va probablement demander d'une manière qui rend quasi impossible pour le papa de s'impliquer parce que ça déclenche son circuit de stress. Il va juste courir au bar. Donc, ou ailleurs. On va plus au bar, vous avez raison. C'est une très mauvaise idée. Mais donc, j'anticipe d'abord la meilleure façon d'impliquer le père, c'est le baiser de 10 secondes. 10 secondes, c'est long, hein. Vous prenez votre montre et hop, voilà, 10 secondes, c'est long, mais petit à petit, ça sécrète l'ocytocine et il va s'impliquer. Pourquoi notre petite fille, 17 mois, se laisse plus facilement habiller par son papa que sa maman? C'est le baiser était trop long. Non, c'est le jeu des attachements. Et donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Une des raisons, ça peut être que le papa fait plus doucement ou plus... Mais en fait, en général, non. C'est juste le jeu des attachements. Les enfants s'attachent, on a dit qu'il y a l'attachement principal, hein, et puis il y a tous les autres attachements. Et au cours d'une vie, l'enfant va tester, va jouer,
Enfin, c'est pas une intention, c'est biologiquement, ça se construit comme ça. Quand il est tout petit, c'est tout le temps maman qui l'habille, puis un jour c'est papa, et du coup, l'enfant associe dans sa tête et va avoir besoin de ce moment privilégié avec papa, et donc pendant une période, ça va être papa tout le temps. Et je pleure dès que je vois maman, et quand c'est papa, je m'illumine, et c'est que papa pour m'habiller. Alors quelquefois, c'est uniquement sur une tâche, donc s'habiller, ou bien jouer, ou bien ceci, ou bien cela. Mais quelquefois, c'est pour tout. Et du coup, là, c'est dur. Il n'y a que papa pour le bain, que papa pour l'endormissement, que papa pour manger, que papa tout le temps. Et la maman, elle se sent exclue. Et, oh là là. Et si jamais nos parents nous envoyaient balader souvent, si on n'a pas reçu, nous, un attachement sécure, si on n'a pas reçu assez d'affection de nos parents, on peut avoir l'impression que notre petit bébé nous rejette. Et du coup, c'est super dur. Mais en fait, rien à voir. Pendant une période, ça va être que papa, et une autre période, ça va être que maman. Et voilà, ça va jongler comme ça, petit à petit, et c'est juste l'enfant qui se construit. Il se construit, il construit ses systèmes d'attachement. Et petit à petit, comme ça, il grandit et il va construire 2 attachements solides. Il y en avait un aussi, je t'avais dit, l'enfant qui se tape dessus. Là. Ah oui, oh, il y en a plein. En fait, il faudrait toutes les prendre. Hein. Oui, c'est sûr. Tu veux, parce qu'il y a des questions qui se posent à propos des professionnels qui conseillent, qui accompagnent, qui aident. Est-ce qu'on peut on apporte ce genre de questions? Hein? Alors, un professionnel qui conseille, vous fuyez immédiatement. Hein. Non, les conseils, c'est des trucs qui... On ne veut plus du tout ça. Un conseil, c'est super problématique parce qu'on vous a donné un conseil, vous pouvez soit le suivre, mais auquel cas, c'est pas vous qui avez réussi puisque c'était le conseil de l'autre, ou bien soit vous le refusez, mais en tout cas, vous n'êtes pas libre. Or, on ne peut pas être heureux quand on suit des conseils. On a besoin de faire les choses à partir de soi-même. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans tous les témoignages de ce matin, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que c'est un discours de tous les professionnels ici qui est, en anglais, on appelle ça empowerment, c'est que chaque personne sente son propre pouvoir, découvre ses propres compétences. Et donc, on ne va pas donner des conseils. Ma collègue rentre d'une visite à domicile. Ouais. Elle se dit être inquiète à son arrivée au domicile. Tour à tour, les enfants crient et la maman ne semble pas réagir. La professionnelle se pose des questions sur les capacités de la maman à savoir poser des limites. Eh bien, on a tout compris là. Maintenant, donc, le problème, il y a une réelle problématique, mais quand les enfants crient et la maman ne réagit pas, c'est pas du tout une question de limite. C'est une question que la maman a appris à ne plus réagir aux cris. Soit c'est parce qu'elle se sent démunie, dépassée et qu'elle n'arrive pas à savoir de quelle manière interagir, soit son cerveau préfrontal a été abîmé par son histoire, parce que c'est intéressant de savoir aujourd'hui, les scientifiques nous montrent que lorsque on était enfant, si nos parents, quand on avait une émotion, ils se sont penchés vers nous, ils ont écouté notre émotion, ils nous ont regardés dans les yeux, avec amour et tendresse, qu'ils nous ont aidés. Donc il y avait l'amygdale qui déclenchait l'émotion, et à ce moment-là, avec leur tendresse, ils nous ont aidés à construire les réseaux de neurones dans notre cerveau qui ont relié les zones de devant avec les zones émotionnelles. Alors on a appris à réguler nos états émotionnels. En plus, on a appris que quand on a une émotion, quand il y a une émotion, quand il y a une souffrance, on peut ressentir et multiplier dans notre cerveau l'ocytocine. C'est une hormone de l'amour, de la relation, de prendre soin. Un parent qui a reçu ça quand il était petit, quand il grandit et que ses enfants manifestent des besoins, il va automatiquement avoir le cerveau qui lui permet de prendre soin de ses enfants. Mais si vous avez eu des parents
qui vous ont ignoré, si vous avez eu des parents qui, quand vous aviez une émotion, vous ont rejeté, si vous avez eu des parents qui vous ont dit « va dans ta chambre », si vous avez eu des parents qui vous ont frappé, qui ont crié, qui ont hurlé, alors, vous avez l'amygdale qui est hyperactive, elle a grossi souvent, elle va réagir au moindre truc ou elle va s'insensibiliser. Et du coup, tous les cris plus tard, ça ne fera plus rien. Ou alors, ça nous fera fuir. Ensuite, il n'y a pas les réseaux de neurones qui permettent de relier le devant à l'émotion. Donc, l'amygdale reste complètement toute seule et on n'a pas les capacités de régulation émotionnelle. En plus, comme on n'a pas reçu assez de câlins, eh bien, on a moins de récepteurs à ocytocine dans le cerveau, moins de possibilités. Et du coup, quand on grandit et qu'on est soi-même parent, on sent rien. Avec ce bébé, on ne sent pas grand-chose. Et surtout, s'il pleure. S'il pleure, ça nous énerve. On a envie de le secouer. On arrive à se retenir, mais c'est dur. On a des réactions qui nous dépassent. Après, on se dit « je suis un mauvais parent, je suis une mauvaise maman ». Non, pas du tout. C'est juste que mon cerveau a été abîmé. La bonne nouvelle, c'est que ça se répare. Ça se répare. On va garder quand même une hypersensibilité. Mais on peut réparer le cerveau. De plus en plus, on commence à savoir comment réparer le cerveau et on commence à savoir comment faire pour renforcer les récepteurs à ocytocine. Donc, le constat est juste. La collègue a raison d'être inquiète parce qu'il y a besoin d'une intervention. Cette maman qui ne réagit pas quand ses enfants crient, c'est une maman en souffrance, en détresse. Mais par contre, les capacités de la maman à savoir poser des limites, ça c'est totalement inutile. C'est l'ancien discours et ça va juste aggraver les choses si on enseigne à cette pauvre maman à mettre des limites, puisque ce dont elle a besoin, ce n'est pas de limites, elle a besoin d'apprendre à développer l'empathie. Elle a besoin d'apprendre à redévelopper les neurones dans son cerveau qui lui permettent de réguler ses propres émotions. Elle a besoin d'apprendre à multiplier les récepteurs à ocytocine. Donc, cette maman, elle a besoin d'attachement. Elle a besoin que les professionnels, que l'ensemble de son environnement l'entourent et lui fournissent l'attachement dont elle a cruellement manqué quand elle était petite. On va parler de l'école. Comment réagir lors des devoirs quand il y a un trouble de la concentration? En plus, ma femme s'énerve. Une fille de 7 ans en CE1. Alors, 7 ans en CE1, les devoirs sont interdits. Non, c'est vrai, il faut quand même arriver à le dire, c'est interdit par la loi française. Maintenant, c'est vrai que tout le monde le fait, mais nous, les parents, on a quand même besoin d'être un peu plus relax. Les études scientifiques montrent que faire ses devoirs ne permet pas de développer davantage, ni d'avoir de meilleures notes, enfin, d'avoir des meilleures notes sur le moment peut-être, mais ne permet pas de mieux réussir dans la vie, ne permet pas ensuite d'avoir le meilleur métier. Donc, on lit tous les journaux, les petits magazines, et les grandes stars, ils racontent tous comment ils ont galéré à l'école, donc ça n'a rien à voir. Donc, on ne se panique pas, ça n'est pas parce qu'un enfant de CE1 ne fait pas ses devoirs qu'il va rater sa vie. Et c'est pas parce qu'il fait très très bien ses devoirs qu'il va réussir sa vie. Ça n'a rien à voir. En revanche, il a besoin de se sentir fort. Et tous les enfants ont envie de réussir à faire leurs devoirs. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je sais que malheureusement dans cette école, ils ne savent pas respecter la loi et qu'ils donnent des devoirs aux enfants, eh bien, je vais, en la sortie de l'école, première chose, on va courir. Lorsqu'un enfant court dehors, il développe davantage de capacités de mémoire. Si je veux vraiment que ce soit efficace, je l'invite à courir dehors dans l'herbe, pieds nus. Ils ont fait cette étude-là. Vous courez 10 minutes avec des chaussures, vous développez moins de capacités de mémoire immédiate, de mémoire à court terme, qui est la mémoire qui permet de résoudre des équations, etc., que si vous courez pieds nus. Quand on court pieds nus dans la nature, il y a plein de petites... Oh, il y a un petit caillou, une herbe, notre pied doit s'adapter en permanence et tous les sens sont sollicités.
Si vous voulez vraiment que votre gamin réussisse ses devoirs, vous trouvez un arbre et vous l'invitez à grimper à un arbre. Quand un enfant grimpe à un arbre, pendant 30 minutes, il va doubler ses capacités intellectuelles, ses capacités à résoudre des problèmes. Ensuite, quand on rentre à la maison, vous évitez de l'asseoir. Comme il a des difficultés de concentration, tous les enfants sont plus concentrés quand ils sont debout. Lorsque il y a des classes maintenant, aux États-Unis surtout, ils font une classe où les enfants sont assis sur des chaises comme partout, et une autre classe où les enfants sont debout, ils ont des bureaux debout. Eh bien, ceux qui ont des bureaux debout, ils ont des meilleures notes de 18 points de mieux que les autres, et ils gagnent 7 minutes de concentration par heure. Tous les profs vous diront que c'est énorme, 7 minutes de concentration par heure. Nous, on ne veut pas forcément autant que ça, mais en tout cas, on va éviter. On va leur de les obliger à faire ce qui est le plus dur. En fait, être assis à un bureau, c'est le plus difficile pour la concentration. Une autre possibilité, c'est d'être allongé. Ça, c'est surtout les adolescents. Un adolescent typique, alors, et les études, ils font des trucs scientifiques très sérieux. Il faut qu'il soit comme ça. Ça dépend des trucs, hein, mais donc, un bras plié et l'autre allongé à faire son devoir. Là, c'est la meilleure façon, pas pour les dissertes de philosophie, ça ne marche pas, mais pour tous les problèmes logiques. Donc, il y a des positions du corps qui facilitent tel ou tel travail intellectuel. Donc, je laisse mon gamin faire exactement comme il veut. Et si de temps en temps, il veut quand même se mettre sur sa chaise au bureau, OK, mais de temps en temps seulement. Et s'il se met sur une chaise au bureau, toutes les 10 minutes, je lui demande de se lever, je lui propose de se lever, de faire autre chose et de revenir. Je ne laisse pas un gamin galérer sur ses devoirs plus de 10 minutes. Tu travailles 10 minutes, OK, stop, maintenant, récré. Tu bouges, tu vas boire un truc, et hop, 10 minutes. Ensuite, hop, tu bouges, tu fais un truc, et 10 minutes. Et là, eh ben, on gagne en efficacité. Alors tout ça, quand on est d'accord avec tout ça, oui. Mais qu'on n'a pas fait ça. Oui, on se sent coupable. C'est ça, on se sent coupable. Comment réparer nos erreurs quand on s'aperçoit qu'on ne fait pas bien ? Alors d'abord, c'est pas qu'on ne fait pas bien. Il n'y a pas bien ou mal. Il y a que petit à petit, on découvre des trucs. Et moi aussi, parfois, je découvre des trucs, j'ai pas fait ça pour mes enfants, et on est tenté de se... Ben, ça sert à rien, ça, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Mais par contre, on peut réparer. D'abord, c'est intéressant de savoir que notre cerveau, il est très plastique. Ça veut dire qu'on peut le redévelopper énormément. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et quand on a fait des erreurs, comme par exemple, peut-être on se rend compte qu'on a crié sur son enfant ou qu'on l'a tapé, eh bien, on peut se mettre à côté de lui et lui dire, tu sais, à telle période, eh bien, voilà comment j'ai réagi. Et toi, on se centre sur lui. On ne s'excuse pas, ça ne sert à rien. D'abord, on va lui dire, j'imagine que ça a dû te faire vraiment très peur. Tu as dû croire peut-être que je t'aimais plus. Tu as dû te sentir vraiment effrayé à l'intérieur et puis triste. Dis-moi davantage comment tu t'es senti. Et là, on met le bol. Hein. Donc, il met le bol, il raconte tout, et là, nous, oui. Et après, oui, je mesure comment ça a dû être vraiment dur pour toi. J'ai vraiment envie de faire différemment maintenant. Et donc, je prends l'engagement de plus jamais te frapper. Bon, tu sais bien que quelquefois, il y a des trucs, on prend l'engagement, puis on n'y arrive pas, hein. Mais ils ne sont pas idiots, nos enfants. Ce qui est important, c'est notre intention, et surtout qu'on puisse se faire un petit signe. Si tu sens que je commence à ne plus être dans la relation avec toi, si tu sens que tu commences à avoir peur de moi, tu fais le signal. Tout à fait. Du coup, je fais le clin d'œil.
Question légère, enfin je ne sais pas si elle est vraiment si légère. Ma fille a un amoureux peu fréquentable pour moi. Comment l'accompagner dans cette relation sans qu'aucune de nous deux soit frustrée? C'est compliqué, ça. Alors, c'est vraisemblablement une adolescente. Et donc, c'est un problème général parce que nous, les filles, et ça, c'est statistique, à l'adolescence, les garçons qui nous motivent, c'est les gros durs. C'est pas du tout les fréquentables. On est assez nuls dans la recherche de nos conjoints. Et voilà, un peu plus tard, au moment où on cherchera quelqu'un pour s'installer et faire des enfants, peut-être on change d'avis. Mais globalement, il y a des statistiques qui montrent que dès qu'un garçon se fait punir par un adulte, il gagne des petites copines. Donc vous voyez, déjà, je ne comprends pas que dans les collèges et les lycées, ils continuent de punir les enfants, parce que c'est... À moins que leur objectif, ce soit de les socialiser, peut-être, ça doit être ça. Mais c'est le seul effet d'une punition, c'est que ça augmente votre statut social. Donc déjà, ça nous montre qu'on a un job à faire, nous, en tant qu'adultes, de manière générale, c'est arrêter ce système-là. Si déjà on arrête de rendre l'autre, le mettre dans cette dynamique où la seule façon de réussir à avoir un statut social élevé, c'est de braver les interdits, c'est de faire des trucs qui vont pas et compagnie. Donc, ça, c'est notre responsabilité sociale générale. Maintenant, concrètement, quand ma fille est dans une relation comme ça, eh bien, malheureusement, elle est adolescente, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Ce que je peux faire, c'est rester dans l'accompagnement inconditionnel de mon enfant. Mais ce n'est pas la peine de faire semblant d'apprécier le garçon. En fait, nos ados vont pouvoir se servir de notre regard. Alors, ce n'est pas le garçon qui est mauvais, c'est ce dans quoi il est enfermé, c'est sa souffrance qui pose problème. Donc, je peux éduquer le regard de mon enfant et vraiment faire la différence. C'est pas ton copain que j'aime pas, c'est le genre d'activité qu'il a, l'attitude qu'il développe, le genre de vêtements, de musique, bref. Toi, tu peux croire que c'est son identité, mais non, c'est juste le costume qu'en ce moment il porte pour pouvoir avoir du statut social. Donc je peux petit à petit éduquer le regard de ma fille, mais soyons raisonnables, je n'aurai pas de pouvoir, elle va rester amoureuse de lui parce qu'il a des biscottos, parce que les filles, elles sont amoureuses des gros durs. Donc ça va passer. Ce que je peux faire, c'est faire en sorte qu'elle sache que je suis là et qu'au moment où elle aura envie de le quitter, parce que ça va pas tarder quand même, elle aura envie de... Ben oui, parce que les gros durs, ils se font un peu toutes les filles, donc ça dure pas longtemps en général. Mais il faut surtout, ça dure pas longtemps si moi, je coince pas. Parce que si je la culpabilise, il faut absolument que tu arrêtes de rencontrer ce garçon, là, elle va rester collée à lui. Donc, surtout, je ne prends pas position et je ne lui interdis rien. Je lui manifeste que moi, je suis là en toutes circonstances et que... Je maintiens le lien, de façon à ce que quand elle commencera à avoir des doutes sur lui, elle puisse venir me parler et que là, elle puisse s'appuyer sur ma solidité pour oser le quitter. Il y avait une question aussi à laquelle je voulais répondre, qui est noyée maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand mon enfant se fait mal? Comment comprendre que mon enfant petit se fait mal à lui-même? C'est vrai que ça nous déstabilise parce qu'on comprend bien que l'enfant va agressé, il fait mal à l'extérieur, mais quand il se retourne contre lui, sa violence, alors là, on se sent vraiment extrêmement démuni. Voilà, pourquoi mon enfant se fait-il du mal physiquement? Il y a de multiples raisons pour ça, mais c'est toujours dans en fait, il y a l'envie d'attaquer, mais je me retiens d'attaquer, et du coup, je retourne cette violence vers l'extérieur, je la retourne contre moi-même.
À la base, il y a du stress. Il y a les enfants tout petits qui se roulent par terre et se cognent la tête contre les murs. Il va y avoir les plus grands qui se scarifient. Il va y avoir toutes sortes de douleurs qu'on s'inflige de manière générale. Alors, les tout petits, ils ne maîtrisent pas du tout leurs gestes. Les adolescents, bien sûr, quand ils se scarifient, ils savent qu'ils se scarifient et qu'ils se font mal. Mais en fait, c'est pour exister. C'est pour se sentir exister, entre autres. C'est pour calmer une douleur. Parfois, on se fait une douleur physique, parce qu'une douleur physique, ça fait quand même moins mal d'une douleur morale. Donc, si mon enfant se fait du mal physiquement, je cherche où est le stress et je cherche de l'aide pour qu'il puisse être soulagé de sa douleur morale. Et il y avait celui-là que tu m'avais tiré au tout début. Que fais-je quand mon enfant de 22 mois fait des crises, se roule par terre dans le magasin? Dans les magasins ou ailleurs, je fais pareil. Mais dans les magasins, je rajoute un truc. Quand mon enfant de 22 mois fait une crise, on sait maintenant, il se roule par terre, tout ça. Je sais que ce que c'est le stress dans son organisme. Donc, il faut que je mette de l'ocytocine. Je l'attrape dans les bras. Il a 22 mois. Je le colle sur mon genou. Comme ça, il y a les petites pattes vers l'extérieur. Il regarde vers l'extérieur. Il y a ces petites pattes qui font comme ça. Il ne peut pas me faire mal. Et moi, je le serre tendrement dans mes bras. Quand je suis dans un magasin, il y a en plus le regard des gens. Et donc, avant de m'occuper de mon garçon ou de ma petite fille qui se roule par terre, je regarde les gens autour. Parce que le plus souvent, on baisse les yeux, on se dit « oulala, non, non ». Les gens qui me regardent et qui me jugent, ce sont des gens qui, en fait, ils sont insécurisés par le gamin qui est en train de faire une crise. Et donc, je les rassure en les regardant tendrement, affectueusement dans les yeux. Si moi, je leur donne, je remplis leur réservoir d'amour, comme ça, je me sens de nouveau puissant et pas démuni et sous leur regard. Je n'ai pas à me sentir jugée par ces gens-là. Et donc, hop, je les regarde. Et une fois que je les ai tous bien regardés, je m'occupe de mon enfant, je le pose. Oui, ça veut dire c'est fini. Ah, on n'a plus de temps du tout. Et voilà, et donc on va terminer sur... en fait, la clé, c'est qu'on a réalisé que l'amour, c'est du carburant. Parfois, on se sent démuni devant notre enfant pleure, on ne sait pas quoi faire, il a des réactions, il se roule par terre, il fait des tas de choses. En tout cas, sachons une chose, nos enfants ne cherchent jamais à s'opposer. Nos enfants ne cherchent pas à nous dominer. On nous a raconté des carabistouilles. Chaque fois qu'on a l'impression qu'on rentre dans un jeu de pouvoir avec l'enfant, on arrête tout, on va faire pipi. Oui, on a toujours le droit d'aller faire pipi, sauf s'il est tout petit, là, il nous suit. On respire, on se calme. Voilà, je me reprends avec moi-même et ensuite je retourne et je fournis à l'enfant de l'amour, de l'attachement, donc, et de la liberté. Et je retrouve, si je nourris ces deux besoins fondamentaux, j'ai de grandes chances de voir mon enfant s'épanouir et là, on est tous beaucoup plus heureux. La parentalité positive, c'est un terme du Conseil de l'Europe, en fait. Ce n'est pas un truc qui vient des États-Unis, etc. C'est un truc du Conseil de l'Europe pour lutter contre la violence éducative. Et donc, c'est le terme qui a été utilisé pour nourrir toutes les politiques qui peuvent aider. Rappelons-nous qu'en tant que parents, nous sommes comme un porte-avions. Nous sommes la base. Le porte-avions, c'est stable, c'est tranquille. C'est une image de Nicole Guédonnet. Et le petit avion est là. Il se pose sur le porte-avions pour recevoir de l'essence. Et une fois qu'il a son carburant, l'amour c'est du carburant, il peut aller voler de plus en plus loin. Mais s'il voit que quelqu'un d'autre se pose dessus, évidemment, il va revenir très vite. Mais si j'ai cette image de « je suis le porte-avions », alors ça va me donner de la sécurité en tant que parent. Merci.